One. Ladies. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Je sais que la plupart d'entre vous, n'avez pas vu ce panel sur l'emploi du temps parce que c'est censé être des échanges ou des expériences de salle de marché jusqu'à ce que, avec les échanges avec les uns et les autres depuis hier, que nous avons besoin de le rendre plus officiel et que ce ne doit pas être une conversation en privé, mais c'est mieux que ce soit un panel. Alors, qu'il me soit permis de débuter en demandant à tout un chacun d'entre vous une question très simple, peut-être pas autant que cela, mais lorsqu'on parle de défis des PMI et des PME, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Joe, ce serait bien de débuter avec vous. Le concept des PME et PMI face à des défis, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Quand on parle des PME, il s'agit du moteur, le nerf de tout pays. Et malheureusement pour l'Afrique de l'Ouest, on aurait dit que nous sommes derrière, nous sommes les derniers en Afrique et dans le monde. Et les défis sont pléthores. Jusqu'à ce que nous n'ayons des efforts délibérés et engagés pour changer le narratif en matière de business, de financement, d'infrastructures requis pour pouvoir avoir des produits adéquats et ajouter également une bonne éducation du consommateur, partant d'acheter ce que nous produisons. Je veux dire que si nous achetons ce que nous produisons, nous créons la confiance pour que les gens de l'extérieur viennent acheter. Mais non, par rapport aux investisseurs, je peux dire qu'il y a tellement d'opportunités en Afrique de l'Ouest, mais il y a tellement de pauvreté également. C'est très paradoxal. Pourquoi? Parce qu'on ne résout pas le problème principal, même la question de l'éducation. Les universités n'enseignent pas ce qu'ils doivent apprendre. Et dans ce siècle, les gens partent apprendre des sciences sociales. Donc on se pose des questions. Il faut aller à une école professionnelle pour acquérir des aptitudes. Donc les PME contrôlent environ 80% des PIB de chaque pays. Il ne faut pas jouer avec. Donc Monsieur Simon, Madame Simone, parlons des défis. Vous pouvez nous parler de 2-3 défis que vous avez expérimentés. Vous avez vu l'industrie expérimenter des difficultés encore et encore, Simone. Donc, je vais aller en français, comme vous le savez. Alors, merci pour cette invitation. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de parler de ce que nous avons, ce que nous rencontrons comme difficultés aux côtés des PME-PMI, parce qu'il faut savoir que nous, comme structure d'accompagnement de l'État, nous sommes aux côtés des entreprises pour les aider justement à surmonter les difficultés qu'elles rencontrent. Notre leitmotiv, notre existence, notre mission, notre activité sur laquelle nous sommes focus, c'est comment permettre à la PME-PMI d'aller à échelle. Alors, la PME-PMI, on le sait, elle est, comme le prédécesseur vient de le dire, le poumon de l'économie, surtout dans notre sous-région. Et beaucoup de pays ont mis l'accent sur cette cible-là comme moteur de création d'emplois et moteur de création de richesses. Alors, justement, on se rend compte qu'il y a une inadéquation entre les difficultés que rencontrent ces PME-là et les structures qui sont là, qui adressent les solutions. Alors nous, notre mandat, c'est d'adresser les solutions aux difficultés que rencontrent les PME-PMI. Et au rang de ces difficultés-là, c'est justement la capacité de la PME à se créer, à rester pérenne et justement à atteindre ses objectifs en termes de production, en termes de pérennité. Donc, difficulté de la PME, challenge de la PME aujourd'hui,
On peut les résumer en deux catégories. La première catégorie porte sur tout ce qu'il y a comme aspect technique, managérial. Parce que de par la toute petite expérience que j'ai en matière d'accompagnement des PME-PMI, n'est pas entrepreneur qui veut, est entrepreneur qui peut. Parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. On se dit qu'il faut qu'on crée les emplois, il faut qu'on aille créer des entreprises, mais sincèrement, il n'y a pas une école où on apprend à être entrepreneur. Il y a beaucoup plus d'écoles où on apprend à être salarié. Alors, une entreprise qui se crée, elle doit se mettre dans la tête que, en tout cas, l'entrepreneur, le porteur de projet doit savoir qu'elle part au-devant d'une aventure vraiment de longue haleine. Et il y aura des difficultés. Et donc, l'entrepreneur doit développer des capacités qui lui permettent de faire face à ces difficultés-là. C'est le premier capital, en fait. Ce n'est pas la ressource financière, ce n'est pas les fonds qu'on va vous donner, mais c'est votre capacité vous-même à développer et à faire face à ces défis-là que vous allez rencontrer, parce que ça ne sera pas un fleuve tranquille. Donc, comment arriver à ce que l'entrepreneur ait la posture qu'il faut, le profil qu'il faut pour faire face à ces difficultés-là? C'est le premier challenge. Et le deuxième viendra en ce qui concerne l'accompagnement financier, le financement pour lui permettre d'accéder au marché, d'acquérir ses machines, voilà, tout un tas d'autres difficultés. Merci beaucoup, Simone. Benedicta, then I move from what Simone has just called. Par rapport à ce que Simone vient de dire, je vais parler de la complexité. On ne part pas à l'école pour voir comment est-ce qu'on gère une PMI ou une PME. On l'a naturellement. Et il y a tellement de réglementation maintenant. On parle du niveau régional. Comment est-ce que ces complexités peuvent enlever l'opportunité des PME et des PMI, selon vous? Je pense. Permettez-moi d'abord de commencer par remercier la BDC d'avoir mis en place ce panel. Il est très important en tant que continent, en tant que sous-région, nous puissions reconnaître que les discussions autour des PME et des PMI, c'est ce qui devrait transformer le continent. Je crois que les PME et PMI doivent transformer le continent. On doit voir les échanges que nous avons par rapport aux PME et PMI avec un point de vue stratégique pour voir comment est-ce qu'en tant qu'institution ou gouvernement, on puisse travailler, planifier avec eux, les autonomiser afin qu'ils puissent transformer ce continent et que ce continent devienne soit un continent de prospérité, de développement dont nous rêvons tous pour les années à venir. Maintenant, parlons de la réglementation ou d'un environnement réglementaire. Il est vrai qu'il faut un besoin d'avoir un environnement propice pour faire affaire. Mais il faut se poser une question. Quel est le point de vue de nos gouvernements en matière de PME? Qu'est-ce que nos gouvernements ont eu à faire comme initiative pour les PME dans divers secteurs? Nous avons 80-90% des entreprises qui sont des PME et c'est la plupart qui tirent la croissance de nos différents pays. Malheureusement, les discussions sur les PME sont en conclave. C'est juste des discussions en aparté pour résoudre les problèmes que nous voyons tous. Il faudrait qu'on ait une approche plus consensuelle lorsque nous parlons de comment bâtir un écosystème fort pour autonomiser les entrepreneurs et l'entrepreneuriat. Il est vrai, on n'est pas parti à l'école pour avoir des cours forcément en entrepreneuriat, mais ce serait bien que le gouvernement puisse réaliser que, partant du fait que le gouvernement absorbe juste 10% de la main-d'œuvre et le fait de savoir que le secteur privé ne peut pas absorber les 12 millions de diplômés
qui sortent de nos universités. Il faudrait que les gouvernements puissent mettre en place des politiques qui puissent autonomiser les jeunes afin que ces derniers puissent entrer dans l'entrepreneuriat. Ce cadre politique doit prendre en compte non seulement la capacité d'autonomisation des jeunes, non seulement dans les universités, mais également venir avec une approche générique pour l'autonomisation de ces entreprises afin que ces dernières puissent prospérer. Quotidiennement, nous entendons parler de nos collègues qui disent on commence telle activité, etc. On voit des entreprises qui s'inscrivent et nous avons des idées merveilleuses. Nonobstant cette remarque, après 5 ans, qu'est-ce qui se passe? La plupart des PME ferment boutique. Et la plupart des facteurs qui ont été narrés par les orateurs qui m'ont précédé, que ce soit les difficultés en matière de financement, que ce soit le manque de capacité managériale, tout ceci fait en sorte que nos entreprises n'arrivent pas à voler de leurs propres ailes. Par conséquent, en tant que sous-région, essayons de se transformer, quittant d'une sous-région dépendante de l'Ouest pour nous donner des financements. Nous avons besoin de voir qu'une PME qui voit le jour cette année, après 20 ans, que cette entreprise puisse investir par exemple au sein de la BIDC. Nous aimerons bien voir que nos institutions financières puissent mettre en place les bonnes politiques pour autonomiser notre secteur privé, nos PME, afin que ces derniers puissent croître. Et également, on doit s'assurer que via quelques garanties ou mesures, nous pouvons avoir un environnement réglementé qui est favorable et non un environnement qui est restreint. Lorsque nous étudions les cadres réglementaires pour la mise en place d'entreprises, surtout pour les petites entreprises dans le monde, que ce soit dans l'Afrique francophone ou l'Afrique anglophone ou lusophone, c'est très restrictif. Cela vous décourage par rapport au fait d'être entrepreneur dans quelque secteur que ce soit. Ceci étant dit, nous avons besoin de réévaluer nos cadres réglementaires afin de s'assurer que ces cadres soient des cadres qui favorisent l'entrepreneuriat dont nous avons besoin. Cela a été dit, sans entrepreneuriat, sans l'autonomisation des PME, la zone de libre-échange africaine sera un échec. Sans soutenir les PME, il est impossible pour nous de sortir de ce manque de développement économique que nous voyons sur le continent. Ainsi donc, nous devons voir le développement des PME, des PMI, comme pilier critique qui va sortir le continent de sa difficulté actuelle pour être leader. Merci beaucoup. Des applaudissements nourris. Merci. Vous savez, je vais vous parler Humphrey. Nous avons parlé du manque d'expérience, le manque d'éducation pouvant permettre à préparer le créateur, le fondateur d'une PME. On a parlé des complexités réglementaires. Je crois qu'on va parler maintenant d'argent, n'est-ce pas? En fin de compte, même si nous avons plusieurs idées, plusieurs passions, des intentions, nous avons très peu d'investissements sans avoir les chiffres devant moi, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous n'allons pas parler des solutions même, parlons même des problèmes. Pourquoi y a-t-il si peu d'investissements pour les PME et les PMI de votre perspective, Humphrey? Merci, Anita. Je commence par remercier l'hôte de ce forum, c'est-à-dire la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, qui nous a permis d'avoir ce panel, et ceci prouve le dynamisme de l'organisateur, même si cela n'était pas prévu sur l'emploi du temps principal. Maintenant, mis à part les difficultés énoncées, les aptitudes, le cadre juridique, nous arrivons maintenant au financement. Quand on parle de cadre réglementaire, parfois, nous avons besoin que les professionnels nous aident à décortiquer cela
et nous devons payer les coûts des consultants juridiques. Maintenant, parlons de formation. Il est vrai qu'il y a des écoles d'entrepreneuriat, des universités qui s'occupent de la formation pour les créateurs de PME, mais on a besoin de financement pour cela. Si vous regardez également le fait d'attirer les bonnes aptitudes ou la main-d'œuvre, il faut également du financement. Maintenant, quand on se demande pourquoi est-ce que les gens ne font pas des investissements, je crois que c'est grandement à cause de leur perception du risque. La réalité, c'est quoi? Il n'y a pas d'investisseurs ou de banques qui ne soient point intéressés à faire des investissements. Ils veulent faire des investissements et veulent également des retours sur investissement. En économie, on nous dit plus le risque est élevé, plus les retours sur investissement. Cependant, personne ne veut perdre de l'argent sous prétexte d'avoir des retours d'investissement plus élevés. Il faut voir l'équilibre. La question de savoir comment est-ce qu'on va atténuer les risques en matière de financement des PME et des PMI. Je crois que c'est là où se trouve le véritable problème. Lorsque nous voyons tout ceci, les institutions comme la BIDC que nous connaissons qui organisent ceci et les banques, surtout les banques locales ou les banques commerciales dans chaque pays ou dans la région, lorsque nous venons à la BIDC, le minimum pour le financement, c'est pas moins de 5 millions de dollars ou 5 millions d'euros. Tout ce qui est en bas de ceci, c'est pas ce qui les concerne. Mais ils peuvent faire des rétrocessions via des banques locales dans la juridiction afin de pouvoir aider les PME parce que la banque locale apporte un risque qui est confortable à la BIDC. Mais il faudrait que les chiffres de cette banque puissent l'aider à pouvoir avoir les investissements et que ces derniers puissent être confortables avec les PME. Vous savez, il y a tellement de difficultés lorsque nous parlons de la classification des PME et des PMI. Il y a les questions de nombre d'employés. Il y a également le bilan. Parlons de la région dont nous parlons. Nous avons plusieurs devises. Si le Nigeria dit c'est une entreprise qui a 20 millions de dollars par an, ou le Ghana donne un autre chiffre, lorsque on fait l'équivalent dans l'autre devise, c'est pas forcément égal à 20 millions de naira. Donc maintenant, la BIDC qui travaille en euros ou en euros, vous savez que ce serait bien moins que les 5 millions de dollars. Ce qui signifie que on ne peut pas appliquer la même définition des PME et des PMI dans tous les pays de la CEDEAO. Maintenant, lorsqu'on parle du nombre d'employés, les gens disent que bon, il faut 10 à 50 membres du personnel. Et la plupart du temps, lorsque nous avons des gens qui ont besoin de capital humain, les industries à petite échelle, avec la plupart des activités et généralement leurs manuels, les travaux manuels, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Maintenant, il n'y a malheureusement pas de structure de décision. Et généralement, la décision revient au fondateur, à lui seul. Et souvent, ils sont réticents à permettre aux autres de pouvoir participer à la prise de décision. Ils sont l'alpha et l'oméga de toutes les décisions. Donc, si vous avez des prêteurs, des investisseurs qui ont cette
sorte de phobie, parce qu'on parle de risque ici. À cause de cela, nous n'avons pas un contrôle digne de ce nom. Donc, je peux dire, voilà un peu les variables. J'aimerais que ces échanges soient dynamiques. Maintenant, est-ce que j'ai des PME, des PMI ici pour décrire leurs difficultés? Je ne veux pas des solutions, des recommandations, je parle des défis. J'aimerais connaître votre expérience. Madame, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience avec ce qui a été partagé maintenant ou un autre défi auquel vous avez fait face? Votre nom, votre PME et votre question. Je m'appelle Ruben Tamba. Je suis un entrepreneur camerounais au Nigeria. Je m'appelle Ruben Tamba, entrepreneur camerounais qui travaille au Nigeria depuis 19 ans. J'aimerais remercier Madame Simone qui a fait une merveilleuse présentation des difficultés des PME et des PMI sur le continent africain. Donner l'image dont représentent les PME en Afrique. Voilà donc la difficulté dont nous en tant que chefs d'entreprise, nous rencontrons. Et nous pensons que au jour d'aujourd'hui, nous on ne voudrait plus entrer dans les dits de l'État. Parce que les conférences comme celle-ci ont été organisées depuis Mathusalem. Et après cette conférence, tout finit là. On n'a plus rien à voir par rapport à cela et autres. Vraiment, nous, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, nous on veut être pratique. Nous on voudrait qu'au sortir de cette conférence-là, tout ce que nous avons dit ici, là, pour que ça puisse être mis en pratique par l'État togolais. Je crois que c'est en faisant cela que l'entrepreneuriat africain, surtout jeunes et femmes que vous êtes, nous allons ensemble dire que nous allons porter le continent sur un autre niveau. Monsieur, je voudrais comprendre votre histoire. C'est quoi votre histoire, your story? Pas les recommandations, mais l'histoire, les exemples de défis. Bon, notre difficulté aujourd'hui repose sur l'accompagnement, surtout des structures comme ECOWAS Investment Bank, qui faut souvent passer les fonds, le financement par des banques classiques. Et vous verrez que ces banques classiques, ils ont établi certains réseaux que lorsque son financement parvient chez eux, c'est ce réseau de personnes qui bénéficient à ce financement. Donc, pour pouvoir même avoir l'information de ce quoi il y a ce financement qui est disponible, c'est tout un cache-tête chinois. Vous voyez? Donc, ça fait que l'information concernant le financement n'arrive pas aux chefs d'entreprise tel qu'ils ont besoin. Donc, cela pose un très grand problème. Y compris l'information concernant certains, le managérial, les informations concernant la formation et autres, pour que ces entrepreneurs puissent être en possession de l'information, c'est encore notre problème. Okay. Donc, il y a un problème de partage d'informations. D'accord. Voilà. Partage d'informations. D'accord. I want to hear another... Mesdames et messieurs, j'aimerais justement un exemple palpable de défi de votre organisation ou de votre PME. J'aimerais que ces difficultés soient discutées ici en panel. Nous allons parler des solutions plus tard. Le monsieur en haut, s'il vous plaît, donnez-lui le micro. Merci beaucoup. Je m'appelle Dr Toulé. Nous produisons des engrais. Nous sommes basés dans l'État de Bénin au Nigeria. Nous produisons un engrais qui est chimique d'une qualité supérieure. Et maintenant, nous essayons de dépasser le niveau national pour arriver le niveau de l'État pour arriver au niveau fédéral. On a rempli les exigences
Et malheureusement, il y a eu 10 nouvelles réglementations qui ont vu le jour, qui est sorti. Et ces réglementations sont sorties dans un mémo et qui disait que toutes les entreprises qui veulent faire des affaires avec le ministère agricole fédéral du pays devraient se conformer à ces exigences-là. Vous savez, il y a les questions de financement également. Et je crois que la BIDC a un rôle à jouer. La BIDC, dans sa structure, devrait prendre en compte certains critères. C'est tellement impensable de dire que le prix minimum de la BIDC soit 5 millions de dollars. Parce que même l'environnement dans lequel vous opérez, supposons même que votre notation chute. Vous créez juste, vous réduisez vos interventions, vous créez un département pour les PME et les PMI et vous les spécialisez, vous faites des formations. Imaginez juste ce que 1 million de dollars peut faire si nous transformons cela en CFA ici au Togo et combien de jeunes peuvent avoir accès à ces financements. Si vous ne pouvez pas prendre de risque parce que vous voulez avoir une notation triple A en tant qu'institution financière, vous savez ce qui se passe. Vous laissez une très bonne partie de votre clientèle et vous ne pouvez pas atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Je crois qu'il y a le besoin que la BIDC crée un département pour les PME, PMI et que la BIDC forme ces dernières personnes pour pouvoir répondre à ce besoin. Voilà pourquoi j'aime cette conversation, parce que je crois que nous avons des rapporteurs qui vont prendre tout ce qui sont les recommandations de ceux qui sont dans le marché, contrairement aux professionnels qui en parlent. Un autre exemple, quelqu'un d'autre, pour nous exposer un défi. Je ne veux pas de solution, je ne veux pas de recommandation pour le moment, je veux un exemple de défi. Le monsieur en haut, là-bas, quand on va avoir des défis, on aura les solutions. Je suis Yetor Jean-Paul. Précisément, je suis développeur informatique. Mais à côté, je suis le CTO et le cofondeur de la startup Cloomer. Cloomer est une startup qui vise à mettre la technologie au service de la sphère événementielle à travers quelques services comme la billetterie électronique, le e-voting, le crowdfunding, etc. Bon, moi, ça fait pratiquement 7 ans que j'essaie d'entreprendre au Togo. Je suis basé à Lomé. Et ce que j'ai compris, c'est que, premièrement, on dit souvent qu'on encourage l'entrepreneuriat, mais on n'encourage pas l'entrepreneuriat des jeunes. Je ne sais pas pour les pays anglophones, mais pour les pays francophones, en particulier le Togo, on n'encourage pas l'entrepreneuriat. Déjà, les portes ne sont pas ouvertes. Le monsieur a dit tout de suite qu'à part les conférences, où on a l'occasion de parler aux banques, au gouvernement et tout, après ça, vraiment, il n'y a pas de cadre où les entrepreneurs peuvent exprimer leurs besoins. Excusez-moi pour le terme, mais si on demande tout de suite à l'Agence nationale de promotion et de la garantie des financements des PME et des PMI au Togo, si on demande quelles sont les entreprises qu'ils connaissent à Lomé, franchement, les entreprises qu'ils citent comme les jeunes entrepreneurs, c'est des gens qui sont déjà, je pense, aboutis. C'est des gens qui ne sont pas des jeunes. Et donc, nous, les jeunes entrepreneurs, on cherche, on ne sait pas comment vraiment atteindre ces organisations. On ne sait pas. Les portes sont fermées, en gros. Donc, il faut vraiment être dans un réseau pour pouvoir atteindre ces organisations. Donc, je dirais qu'il va falloir que les grandes organisations commencent par penser aux vrais jeunes entrepreneurs, les gens qui commencent. Créer vraiment souvent des événements comme ça, et je remercie la BDC qui a occasionné ça, des événements comme ça où on vient exposer nos vrais problèmes. Parce qu'on a des problèmes, franchement, que les banques, le gouvernement et tout, je pense qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas nos problèmes. On a des problèmes, mais aujourd'hui, si on demande, ils vont dire on a fait ça. Mais franchement, on ne sait pas qui en profite. D'accord. Et aussi le manque d'informations. Okay. Vous savez, on parle
La BIDC, par exemple, pour cet événement, bon, j'ai vu ça sur Twitter, etc. Je pense que les banques ou bien les grandes organisations doivent changer un peu leur manière de communiquer. Vous communiquez pour les jeunes. C'est vrai qu'on est entrepreneur et tout, on doit aller à la recherche de l'information, mais on ne doit plus utiliser les manières traditionnelles de communiquer. Aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve les jeunes? Il y a le marketing digital, il y a les canaux digitaux. Et il faut vraiment maximiser sur le type de communication qui peut nous atteindre, nous. Ce n'est pas le type de communication, excusez-moi le terme, qui peut atteindre les personnes qui ont 60 ans, c'est plutôt les journaux, etc. Mais aujourd'hui, pour atteindre les jeunes, il y a vraiment les réseaux, il faut utiliser vraiment les canaux digitaux pour faire les com, accentuer dessus, pour que ça atteigne vraiment les vrais jeunes entrepreneurs, comme j'ai l'habitude de le dire. Merci, merci mon frère. Et la dernière contribution, s'il vous plaît. Okay, my name is Adeo. Je m'appelle Adeomi, je viens du Nigeria. J'ai l'entreprise Magic One Publishing. Nous œuvrons depuis environ un peu plus de 15 ans. Ce que nous faisons généralement, c'est que au lieu de faire par exemple 1000 copies pour un livre minimum, nous pouvons produire 50 exemplaires pour un auteur. Les gens quittent les 50 pour aller à 10 000 exemplaires. Récemment, nous avons voulu nous implanter au Ghana et c'est comme si c'est un cheval qui doit entrer par le trou d'une aiguille. Donc, on est parti et on nous disait qu'il faut un Ghanéen qui soit dans notre prise de participation. Si on part en tant qu'étranger, c'est comme si on se tire une balle dans la tête. Mais non, on est parti à Kigali. Ils avaient un guichet unique où il y a la douane, il y a toutes les agences dans le même bâtiment. Je quitte de ce guichet pour aller chez un autre et après je sors de la même entreprise, même en tant qu'étranger, et mon entreprise est implantée. Voilà la communauté est-africaine qui est prête à m'accepter. On ne parle pas seulement de la matriculation, de l'immatriculation de l'entreprise, mais au Ghana, c'est plus dur. En CEDEAO, c'est difficile pour moi de m'en sortir. Or, à l'Est, je m'en sors facilement. Même au Nigeria, je suis frustré. J'arrive au Bénin, on me dit, je ne peux pas rentrer au Bénin sans payer 2000 CFA. Et j'ai tellement de checkpoints, des points de contrôle, avec un passeport nigérien et je dois payer encore pour entrer au Bénin. Je viens au Togo depuis les 3 derniers week-ends. J'étais au Ghana le week-end passé. Durant ces 3 dernières semaines, j'ai parcouru les 3 pays ici. C'est la même chose. Je paye 3000 CFA pour avoir un cachet ici, 2000 francs CFA pour avoir un autre cachet là-bas. Et en tant qu'entreprise, je veux visiter mes partenaires au Togo. Comment je m'en sors? Vous parlez de quels partenaires? Des partenaires romantiques ou d'affaires? Bon, tout type de partenaires. C'est des affaires, même si c'est des partenaires... je parle quand même des partenaires d'affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que le financement, c'est bien. Mais nous, on veut dire quelque chose. On ne va pas trop parler des financements. On va voir comment est-ce qu'on peut aller dans d'autres pays et nous implanter. Parce que quand on parle aux gens, les gens sont intéressés. Les gens nigérians, au Nigeria, pardon, ils ont 10 millions l'année. Nous, on a les machines, on imprime, mais eux, ils se font de l'argent sur nous. On essaie de faire la même chose au Ghana. On a été frustrés du genre non. Donc, comment je m'en sors? Ok, voilà, on a eu plusieurs problèmes, chers panélistes. Et comme ceci, c'est comme une table ronde, une discussion ouverte. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir des solutions ou des échanges pour trouver les solutions, que nous le voulions ou pas, qu'on soit en ligne ou pas. Mais une chose est sûre, même si nous parlons à la CEDEAO, à la BIDC, la SFI, voici les problèmes de nos PME, PMI. Et nous devons les aider, que nous le voulions ou pas. Le pauvre va aller voir ses partenaires, et on ne sait pas si c'est les partenaires
de quelque sorte que ce soit, c'est pas facile. Il y a un autre qui a un problème d'information. Il y a l'information, mais ils ne savent pas où en avoir accès. Quelqu'un a l'impression que si on a un certain âge, malheureusement, il est très difficile d'avoir accès à l'information ou peut-être vos égaux ne peuvent pas avoir accès. Ils veulent les nouveaux moyens d'information. Les gens parlent de réglementation qui diffèrent d'un pays à l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a tellement de choses et ceci est le moment opportun qu'on puisse parler des solutions. Il y a certains membres de la BIDC ici, je ne vais pas les nommer parce que vous allez les poursuivre, ils se connaissent. Donc ce que je vais dire, c'est que le forum d'investissement de la CEDEAO 2024, il faut que cela amène la différence. C'est ce que les entrepreneurs veulent. Simone, on vous pense encore la parole par rapport à cette question d'information, de réglementation, de communication. Simone, parlez-nous des solutions de votre point de vue. Quelles sont les solutions qu'on doit prendre en compte urgemment? Alors, je m'attendais un tout petit peu à ces genres de questions parce que si je vous dis que la NPGF existe maintenant, ça fait déjà 15 ans, je suis sûre que beaucoup de gens dans la salle ne le savent pas. Alors, quand je prends la première question qui porte sur l'information, je vais faire un petit parallèle. Lorsque nous allons à l'école, par exemple, on attend de nos professeurs qu'ils nous donnent des informations sur les cours qu'on reçoit. Mais aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, on est dans un monde qui a beaucoup évolué. On ne peut plus forcément attendre que le professeur nous donne l'information sur le cours parce qu'il y a beaucoup de moyens de trouver les informations sur les sujets qui sont débattus dans les écoles. C'est la même chose pour des structures qui sont créées par l'État comme nous. Lorsque... je vais parler vraiment de façon pratique, parce que je travaille beaucoup avec les entreprises et moi-même je suis peut-être un tout petit peu dans certaines entreprises. Lorsque je veux, par exemple, initier un projet ou j'ai un projet qui est dans ma tête, sincèrement, le premier aspect sur lequel je dois travailler, c'est rechercher toutes les informations sur mon domaine. Donc, quand je dis toutes les informations, c'est au niveau déjà du montage du projet, parce que c'est là-bas que le bas blesse. Le business model, quand on le prend, il prend en compte tout un tas d'informations que l'entrepreneur ne prend pas le soin de bien adresser. Et quand elle vient au niveau de la banque, elle est confrontée à des blocages. Désolé, ce n'est pas un groupe que la banque cible et elle fait ses crédits à ce groupe-là. Parce que le bien fondé d'une banque, c'est quoi? C'est de prêter. Quand la banque arrête de prêter, elle ne vit plus, puisque son fonds de commerce, c'est l'argent. Elle doit faire ces transactions-là pour perdurer. Et il y a une question de rencontrer l'offre avec la demande. Lorsque les deux ne matchent pas, l'accompagnement ne peut pas se faire. Donc, il y a un travail à faire au niveau de l'entrepreneur et un autre travail aussi à faire au niveau des structures de financement. Donc, quand je reviens à la question de l'information, je dois chercher les informations sur celui à qui je vais vendre mes produits. C'est vital pour mon entreprise. Si je ne connais pas mon marché, à qui je vais adresser mon produit? Comment je vais gagner de l'argent? Puisque le bien fondé de l'entreprise, c'est gagner de l'argent. Donc, je connais celui qui va acheter mon produit. Je connais ceux chez qui je vais prendre ma matière première pour produire. Je dois connaître les structures qui existent, qui peuvent m'apporter de l'argent pour développer mon activité. Donc, je dois aller chercher l'information. Donc, lorsque vous prenez une entreprise, une jeune entreprise, je vais mettre jeune entre parenthèses, parce que la posture de jeune, en fait, quand on parle d'entrepreneuriat, elle ne doit pas exister. Moi, je parle de mon expérience. Parce que quand on se met dans la posture de jeune, on a l'impression qu'on doit toujours être épaulé, on doit toujours être soutenu. C'est vrai. L'État a un rôle régalien qui est
de trouver un mieux-être à sa population. Et ça part des jeunes, et ça part de là où il y a justement des emplois à pourvoir. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous devez sortir de votre tête cette notion de jeune-là, parce que vous êtes en train de chercher de l'argent. Aujourd'hui, la notion de grande entreprise n'est pas fonction de la jeunesse. Il y a des gens qui sont très jeunes, qui brassent énormément d'argent, et des grandes entreprises, des entreprises existantes depuis des années, qui n'ont même pas ce quart de chiffre d'affaires. Alors j'estime qu'en tant qu'entrepreneur, la question de l'information incombe vraiment à 80% à l'entrepreneur. L'entrepreneur doit chercher l'information. Maintenant, vous avez certainement raison. Les structures d'accompagnement, les canaux d'accompagnement doivent améliorer leur communication. Ça, c'est vrai. Ça doit se faire pour que justement vous n'ayez pas autant de difficultés dans la recherche d'informations. Donc, je pense qu'on va le prendre chacun pour soi. Vous devez faire l'effort de chercher l'information parce que vous êtes dans un domaine où l'information est vitale. Elle est vitale, c'est votre essence. Et donc, déjà au début, vous devez chercher l'information. En fait, souvent, il y a un type d'entrepreneur qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que peut-être qu'ils ne savent pas quoi faire ou parce que ils cherchent peut-être ils cherchent à pourvoir à leurs besoins. Mais en fait, l'entrepreneuriat vient des tripes en fait. Ça vient depuis un moment donné. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets, je crois que la dame vient de le dire tout à l'heure, beaucoup d'entreprises ne font pas plus de 5 ans. Parce que le business model à la base est déjà faussé ou bien n'est pas suffisamment mûri. Quand je reviens à la question liée, je vais dire, à l'accompagnement des banques, et il y avait le monsieur tout à l'heure qui a parlé du fait que les banques n'accompagnent pas suffisamment, ou bien les banques accompagnent une cible donnée. Justement, pourquoi la banque accompagne la cible-là? C'est parce que la cible-là lui donne plus d'éléments qui la rassurent pour accompagner. Vous voyez, il y a lieu, je pense, pour l'entrepreneur de justement chercher, je vais dire, se donner les moyens pour avoir le minimum d'informations qui sont exigées des banques. C'est difficile, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de difficultés. On ne l'occulte pas. Mais c'est pour ça qu'il y a, par exemple, nous, structure d'appui, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne déjà le promoteur dans ce qui est coaching, ce qui est information à savoir pour répondre au financement bancaire, ce qu'il y a comme information à savoir pour développer ton activité. Mais je vous assure, lorsque les PME viennent, leur première préoccupation, c'est le crédit. Donc, le processus là, même d'accompagnement là, ils estiment qu'en fait, c'est un peu une perte de temps. Or, c'est un aspect sur lequel on engage beaucoup de ressources. Parce qu'une banque ne peut pas prendre son temps pour accompagner l'entreprise à ce qu'elle puisse être mature pour être accompagnée. Il n'y a qu'une structure peut-être subventionnée par l'État qui puisse le faire. Et c'est dans le rôle de l'État de soutenir un tout petit peu les entreprises. Donc, je vous assure que les entreprises, quand elles viennent et que vous ne lui parlez pas déjà de financement, elle n'est pas encore satisfaite. Or, je vous assure que le problème qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'on démarre son affaire, le premier crédit n'est pas le crédit de la banque. Le premier crédit doit venir soit peut-être de tes fonds propres, soit de l'accompagnement des autres qui ont foi en vous. Et c'est là où le bas blesse encore, parce que ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que c'est difficile pour les entreprises ou bien pour les personnes de se mettre ensemble. Je vous assure que lorsqu'on fait on regarde un tout petit peu la structure des entreprises étrangères, en tout cas qui sont aujourd'hui solides, ce n'est pas un seul fondateur. Souvent, c'est des cofondateurs. Ok, donc, Simone, pardonnez-moi. Je veux demander à Joe, en ce qui concerne son expérience, et je retourne à très tôt. Mais, sorry, I was going to ask you the question. J'ai failli vous poser la question en français. Joe,
Simon a parlé d'une multitude de difficultés qui conduisent, qui sont des embûches sur le chemin donc des entrepreneurs. Nous allons vous parler de communication, ainsi de suite. Mais avant de recueillir ces recommandations de votre expérience, vous avez lancé une entreprise dans le secteur du pétrole qui s'en sort plutôt bien. Est-ce que ces défis qui ont été mentionnés plus tôt, est-ce que ces défis ont du sens pour vous aussi? Et quelle a été votre approche pour changer la donne au niveau donc de votre entreprise et que vous pourrez dire, voici comment je me suis sorti de cette affaire? C'est une très belle question. La principale difficulté avec les petites et moyennes entreprises dans la CEDEAO, c'est le financement. Le financement reste le plus grand défi, mais en ce qui concerne les banques commerciales dans la région, elles ne pourront pas vraiment aider les petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la seule région ou le seul continent dans lequel, quand l'économie se porte bien, les banques tirent de très bonnes marges. Ce sont des parasites. Et quand vous avez une banque et que vous n'avez pas un bon auditeur, vous allez perdre des millions au niveau du système bancaire sans vraiment vous en rendre compte. Donc les banques ne sont pas bien positionnées pour apporter des solutions aux entreprises en Afrique. Est-ce que vous avez reçu des fonds d'une banque? Oui, je vais répondre à la question, mais laissez-moi finir. Oui, allez-y, je vous explique. Quand vous voulez lancer une petite et moyenne entreprise, la banque vous dit, vous êtes une start-up, nous ne pouvons pas vous aider. Vous devez commencer déjà avec des fonds propres et ensuite, les idées dirigent le monde, vous savez. Vous pouvez avoir la meilleure solution qui soit, une solution qui serait adéquate pour l'économie, mais à cause donc du manque de financement, cela est bloqué. Donc ici, les gens sont relativement pauvres. Alors, chez quel ami vous pouvez retrouver de l'argent? Chez quel membre de votre famille? Quelle propriété de votre famille pourrez-vous vendre? Ce n'est pas possible. Donc, même quand vous allez, que vous vendez même les terres de vos parents, vous empruntez de l'argent, même du féticheur de votre village pour aller à la banque apporter des fonds propres de 80%. Les frais qu'ils vous appliquent, c'est énorme. Alors, ce qu'ils vous disent, c'est que vous n'avez pas pu remplir les conditions. Donc, ce que je peux dire, il y a des matières premières. Ils vont dire non, on ne veut pas entendre cela. Mais en Europe, ils vous diront, nous voyons que vous avez des difficultés. Nous allons nous asseoir avec vous. Ils vont faire ce qu'ils font, ils appellent la restructuration. Plutôt que de vous demander de payer sur 6 mois, on vous donne 1 an pour le paiement. Et vous dites, vous savez, nous vous donnerons plus de ressources. Donc c'est à peu près comme cela que nous pouvons résoudre le problème en vous donnant peut-être plus de marge de manœuvre. Alors comment est-ce que vous avez trouvé vos fonds pour lancer votre activité? Ce que j'ai fait quand j'ai commencé mon entreprise, notre collègue ici a parlé de communication. C'est ça, c'est une histoire vraie. Vous allez à une réunion de parties prenantes et moi par exemple j'ai une installation d'exploitation de pétrole. Mais j'ai une petite taille, je ne pourrais pas aller à la banque. Alors, il y a quelqu'un qui a de grandes ressources et moi j'ai des ressources naturelles qu'il faut traiter. Qu'est-ce que je fais? Je vais et je leur dis, j'ai besoin de 10 millions de naira pour faire ce qu'on appelle les principes de bonne gestion. Et donc, j'ai demandé cela et comme la banque ne peut pas me fournir ces ressources, est-ce que vous pouvez me donner 5 millions? Et ne me donnez pas l'argent directement, mais demandez à un fournisseur, par exemple, de me fournir un certain nombre de produits. J'ai des effectifs, je mets donc cette ressource à disposition pour faire le travail de base. Et ensuite, quand la récolte vient, quand les prix du marché actuel sont appliqués au niveau de cet emprunt, après, vu que moi j'ai l'obligation de vous vendre le produit, et sachant que vous avez besoin de cette matière première, cela me facilite la vie. Donc j'ai les ressources, j'ai les intrants dont j'ai besoin, et cela sans aucune charge. Et donc je peux maintenant utiliser cela de façon judicieuse pour réaliser mon activité. Donc
c'est comme cela, je suis obligé de revenir vers vous parce que je dois encore avoir besoin de plus de ressources. Donc, les banques peuvent venir maintenant parce que j'ai une activité qui fonctionne bien. Ils pourront venir et dire, bon, voilà, nous voulons vous donner des frais, des prêts, ainsi de suite. Donc, grâce à mon bilan, grâce à mon chiffre d'affaires, les banques peuvent maintenant se rapprocher de moi. Donc, les banques financent, par exemple, des activités qui sont déjà fonctionnelles, mais pas au début. Par exemple, au Nigeria, nous dépensons plus de 500 millions de dollars pour importer de l'huile brue, l'huile de palme. C'est très utile pour ce produit est tellement utile pour les humains. Vous allez, par exemple, vous lavez la bouche, vous lavez, vous prenez votre douche, il vous faut du savon, ainsi de suite, les crèmes. Quand vous allez à table, vous devez manger, vous avez du pain, ainsi de suite. Et vous avez de l'œuf, des œufs frits, ainsi de suite. Tout cela, vous ne pouvez pas le faire sans de l'huile rouge. L'huile rouge a induit le développement de l'économie ou de l'industrie en Occident. Mais aujourd'hui, quand nous importons cette ressource venant de l'Asie de l'Est et du Sud, c'est triste. Nous avons le meilleur environnement pour cela, mais les banques ne financent pas cela. Ils ne financent pas la production de ce produit. Nous n'avons pas les bonnes politiques pour impulser le développement. Nous nous asseyons. Nous finançons même pas la recherche. Nous avons les meilleures institutions de recherche au Nigeria. Cette institution a été créée par les Britanniques en 1939 comme la première institution de recherche sur l'huile de palme. C'était appelé l'Institut de recherche sur l'huile de palme en Afrique de l'Ouest. Maintenant, ça a été nationalisé en 1939. Donc, si vous allez là-bas, en Asie, vous allez voir qu'ils ont les meilleures institutions de recherche. Mais ici, en Afrique, nous nous asseyons, les étrangers viennent au Nigeria, ils prennent ces informations, vont au Nigeria, ils vont produire et puis ils reviennent. Et nous payons 3 fois plus cher pour avoir le même produit. Donc, ceux-ci ont pris le produit original, ils l'ont modifié dans leur laboratoire et nous importons cela dans notre environnement, alors que ce que nous avons à la base a les meilleurs nutriments, les meilleurs constituants nécessaires. Par exemple, vous avez dans un pays ce qu'ils appellent le Nigerian Bloc et parfois le Nigeria se retrouve même à importer ses produits. Donc, vous voyez, cela, c'est le défi auquel nous sommes confrontés. Nous devons financer la recherche en tant que pays africain. Nous ne devons pas attendre et dire nos activités ne croissent pas. Afreximbank, la BIDC, par exemple. Je peux vous dire que ces institutions ont bien commencé. Moi, j'ai fait un grand effort pour être ici aujourd'hui. On peut voir que nous avons notre propre banque mondiale, notre propre fonds monétaire international, parce que l'Occident ne nous aidera pas dans ce sens. Donc, ces institutions ont été créées comme cela. Et si nous pouvons avancer comme cela, nous pouvons changer même la donne dans les années à venir. Je voudrais que vous commenciez à réfléchir sur les recommandations. Je vais donner la parole à Humphrey Largentier. Vous avez parlé d'un système de troc pour réduire ces difficultés financières. Alors, comment est-ce que les PME et les PMI peuvent appliquer cette même approche? Vous êtes l'agentier, parce que cet argent est disponible quelque part. Quelle est la meilleure approche? Quel est le point de départ pour accéder à ces ressources qui sont disponibles, peu importe où on peut les trouver? Merci Anita, et désolé de vous mettre sur le charbon ardent. Vous savez, notre sœur a parlé de la recherche d'informations et Joe a parlé aussi de son expérience en créant des partenariats. Je vais faire attention quand j'utilise le mot partenaire. Il a collaboré néanmoins avec un transformateur, une industrie. Et donc, vous pouvez voir que ces types d'opportunités existent. Il ne s'agit pas forcément d'argent comptant. Mais avant de revenir sur
comment on pourrait accéder aux ressources. Je voudrais faire un point encore sur ce que j'avais dit plus tôt. Mon collègue, mon ami de Bornoué a dit que les approches de financement de la BIDC, par exemple, ne sont pas adaptées, ainsi de suite. Je ne suis pas un membre du personnel de la BIDC, donc je n'ai pas le droit ou la capacité de parler en leur nom. Donc, de la même manière que Joe a parlé des institutions financières, comme on peut le comprendre, leur stratégie, leur structure sont faites de sorte qu'elle doit fonctionner d'une manière donnée. Par exemple, la BDC intervient dans plusieurs pays et tout ce qu'ils doivent faire, leur responsabilité, c'est de créer l'environnement favorable. Et c'est pour cela que j'ai dit que l'une des activités que la banque mène et que moi j'ai pu expérimenter, par exemple l'année passée, nous avons pu mobiliser 50 millions de dollars pour Vista Bank, qui est l'une des banques qui intervient dans 5 ou 4 pays de la sous-région. Donc l'idée, c'est de déployer cette ressource ou de retrocéder cette ressource aux petites et moyennes entreprises. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que Vista n'est pas ici au Togo, mais il y a d'autres banques qui pourront faire des emprunts de 1 million, 2 millions, ainsi de suite. Donc c'est un moyen par lequel vous pourrez analyser la question. Les banques elles-mêmes ont des investisseurs qui attendent des retours sur investissement et des politiques à suivre pour respecter les normes de ces investisseurs. Donc, Joe a parlé de cet aspect. Il a une certaine expérience et Madame Simone a dit que vous n'avez pas à utiliser les ressources de la banque pour initier votre activité entrepreneuriale, mais vous pouvez chercher d'autres investisseurs qui sont disposés. Aujourd'hui, on parle des investisseurs de premier ordre où vous devez montrer patte blanche, c'est-à-dire prouver que vous avez un bon modèle d'affaires. Et l'autre chose que vous pourrez faire, par exemple, la recherche montre que Anita, par exemple, si Anita a une entreprise dans le domaine de la mode et parce que je vois que son entreprise a du succès, je vais dire, oh, moi aussi je pourrais faire pareil. Et peut-être que Joe fait dans l'huile de palme et je vais aussi faire pareil. Donc on devrait se demander comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir dans ce domaine, pour réussir dans la transformation de l'huile de palme ou de la mode. Donc, c'est à peu près cela, l'approche à adopter. Vous allez chez un investisseur ou un ami, celui-ci ne sera pas vraiment confortable de mettre son argent dans votre activité. Peut-être qu'ils pourront vous cajoler, vous caresser dans le sens du poil et vous donner quelques marques de sympathie. Si vous avez besoin, par exemple, de 100 000, ils vous donneront peut-être 5 000 et sachant qu'ils peuvent perdre ce montant. Mais ils savent que cet argent ne va pas leur apporter des retours sur investissement. Donc, c'est comme cela que ça se passe souvent quand vous allez vers les amis, la famille. Les ressources peuvent être mobilisées à leur niveau néanmoins. Et le participant qui représente la jeunesse, et vous le savez, peut-être je suis aussi jeune, ne pensez pas à mes cheveux qui grisonnent depuis. Mais au jour le jour, quand on parle d'information, l'information est disponible au bout des doigts. Vous parlez des réseaux sociaux, vous parlez de la communication institutionnelle, vous avez parlé des nouveaux médias sociaux. Il y a plusieurs entreprises qui réussissent sur ces réseaux. Par exemple, ce matin, je discutais avec ma femme qui devait acheter quelque chose. Elle m'a envoyé sur le téléphone une publication sur Instagram d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc, elle a pu acheter le produit dont elle avait besoin. Donc, vous n'avez pas besoin de... peut-être vous allez dire que vu que j'ai besoin d'une grande entreprise, vous n'avez pas forcément besoin de tout cela parce que vous pourrez faire cela depuis le confort de votre chambre et vous avez déjà un marché. Et vous ne pouvez même pas estimer la portée de votre affaire quand elle se trouve en ligne. Vous pouvez être même à Lomé et discuter avec quelqu'un qui est au Cap-Vert. Et dès que la confiance est établie entre vous,
l'argent peut être envoyé, les biens pourront être livrés. Donc, nous avons des institutions régionales. Qui pourront intervenir. Par exemple, la FRESIM qui a créé une plateforme de paiement continentale, qui a créé par exemple Massa pour identifier ou créer de la crédibilité pour les institutions. Donc, vous avez besoin de tout cela. Vous devez aller vous inscrire. Si vous venez vers moi et vous demandez un financement et que je vais sur ce site web, je pourrais voir que vous avez fait quand même un travail de base pour accroître votre crédibilité. Est-ce qu'on peut voir que vous avez quand même une certaine crédibilité. Si vous allez vers des investisseurs, ils seront plus confortables. Et donc, il est nécessaire de pouvoir créer cette marque de confiance, non seulement le fait de rester dans une activité pendant très longtemps, mais aussi il faudrait montrer que vous avez une bonne planification, que vous avez développé une très bonne connaissance du secteur et de ceux dont vous avez affaire. Et vous devez aussi chercher à trouver des institutions qui pourront vous apporter ces éléments. Par exemple, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est que nous référençons des entreprises vers d'autres acteurs qui pourront leur donner du financement. Mais une fois encore, il y a des coûts qui s'attachent à toutes ces activités. Mais en ce qui nous concerne, nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons appuyer les petites et moyennes entreprises de sorte que cela ne leur revienne pas trop cher. Cela pourrait venir même sous forme d'un prêt ou sous forme d'un appui technique. On pourrait les mettre dans une salle, fait en collaboration avec la BIDC ou d'autres institutions, pour discuter avec eux, les orienter vers les bonnes adresses et ainsi leur permettre d'avoir cette exposition qui va leur permettre d'ouvrir des portes. Donc n'essayons pas seulement de regarder les banques et de se dire les banques ont une certaine obligation, mais vous pouvez les considérer aussi comme étant là pour créer les plateformes. Nous avons besoin de l'appui de l'État, les banques sont régulées et si une banque doit vous donner un financement, ils doivent vérifier. Il y a des cases qu'ils doivent cocher. Ils ne vous donneront pas des ressources parce que votre banque est sûre de pouvoir, votre activité pourra forcément rembourser cela. Non. Mais, par exemple, si cela le fait et qu'ils ne respectent pas la réglementation, ils auront des sanctions qui seront imposées et ils pourront payer même plusieurs fois le montant qu'ils vous ont emprunté. C'est pour cela que, si la régulation dit vous devez prendre une certaine garantie, les banques sont obligées de le faire. Maintenant, vous devez réfléchir à des solutions de contournement avec tout ce que vous avez déjà fait. Est-ce que vous pouvez collaborer? Est-ce que vous pouvez aller vers des amis et dire est-ce que vous pouvez me donner du liquide? Donc, peut-être que cet ami a une connaissance qu'il pourrait vous apporter et pour vous dire, par exemple, voici ce que vous pourrez faire, vous pouvez parler à cette personne ou à celle-ci et qui pourront vous aider. Donc, peut-être que vous pourrez aussi essayer de tirer parti d'une certaine relation, d'une certaine connaissance que cette personne a et qui pourront vous donner donc des éléments. Ben, ce que vous devez faire votre propre travail, votre exercice de maison. Je vais revenir au niveau de nos participants pour demander une ou deux recommandations. Si vous étiez une banque, si vous étiez l'organe de réglementation, quelle sera votre recommandation? Mais avant cela, Benedicta, votre expérience, je voudrais tirer de votre expérience maintenant. Nous avons parlé de la nécessité d'aller et de chercher de l'information. Il y a aussi la nécessité aussi de rester attentif au cadre juridique de votre affaire, de la constitution de votre entreprise, quelles sont les différentes opportunités qui sont disponibles et dont vous pouvez tirer parti. Et si ces opportunités sont disponibles et que vous le pouvez partager avec nous, sur quoi il faut se concentrer quand on est une petite et moyenne entreprise ou une petite et moyenne industrie? Je pense que quand il s'agit de l'information, oui, parfois nous ne savons pas que certaines politiques, certaines lois existent dans notre pays et que cela encadre notre activité entrepreneuriale. Mais je pense que ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est de nous poser la question de savoir si
les lois qui existent pour faciliter la conduite de nos affaires transfrontalières, est-ce que ces règles sont respectées? Est-ce que les protocoles de la CEDEAO sont respectés? Est-ce que la zone de libre-échange continental est suivie par les pays qui ont signé le protocole à cet effet? Nous devons aussi considérer au niveau national. Il y a des lois qui établissent les règles, mais est-ce que ces lois sont véritablement mises en œuvre? Et l'autre chose, ce que je pense en tant que juriste de formation ou quelqu'un avec une expérience dans le domaine juridique, quand je considère toutes ces lois, ce n'est pas de les étudier de fond en comble, mais de se poser la question, comment est-ce que nous nous assurons, comment est-ce que nous faisons le plaidoyer pour que le gouvernement, nos institutions, pour que ces institutions prennent des mesures afin de réaliser véritablement les conditions établies dans ces lois pour que ce soit des politiques qui nous favorisent. Nous sommes des jeunes, et c'est vrai, peut-être que nous sommes les jeunes les plus privilégiés de la CEDEAO parce que nous sommes éduqués, parce que nous pouvons accéder à Internet, parce que nous avons des collègues qui sont dans des zones régionales et qui n'ont même pas accès à l'électricité, sans même parler de la téléphonie mobile ou même de l'Internet. Donc, nous sommes dans une position de privilège et nous avons une certaine responsabilité envers nous-mêmes et nous ne devons pas être seulement de ces jeunes qui disent que notre système sont dysfonctionnels. Des gens qui ont dit pendant les années nous avons appliqué ces approches et ainsi de suite, mais nous n'avons pas pu améliorer ou changer véritablement notre condition. Comment est-ce que nous dirons aujourd'hui que nous organisons le forum d'investissement de la CEDEAO? Comment est-ce que nous entamons cette nouvelle marche en nous disant que nous avons fait les affaires dans une certaine façon depuis quelques décennies, mais maintenant nous voulons adopter une approche d'action, que ce ne soit pas seulement les populations, mais aussi les institutions qui sont poussées à avoir une mentalité révolutionnaire. Nous savons par exemple que la BIDC, c'est notre banque. Monsieur le Président, je parle sous votre contrôle. C'est notre banque en tant que citoyen de la CEDEAO. Nous savons que nous avons des pouvoirs publics que nous avons élus. Leur responsabilité, c'est de nous permettre de réussir, c'est en créant donc les bons cadres et les bonnes politiques pour veiller à ce que nous réussissons. Mais quand nous constatons que nos banques sont plutôt une embûche à notre accès au financement, je pense qu'il est temps pour nous de commencer à appeler, à demander à notre gouvernement, à nos banques de changer le cadre réglementaire que nous avons gardé, que nous avons appliqué jusqu'ici. Nous devons considérer, prenons par exemple le Ghana, mon pays d'origine, et Singapour. À notre indépendance, nous avions la même taille d'un point de vue économique. C'était environ, et maintenant 60 ans plus tard, on ne peut plus comparer les deux pays. Mon collègue panéliste ici a parlé de l'huile de palme et l'histoire du Nigeria dans ce secteur, le secteur de l'huile de palme. Et quand il parle du Nigeria, il parle de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que nous passons du problème à des solutions plausibles? Je pense qu'il est nécessaire que nous enjoignons nos institutions aussi bien que nos dirigeants pour qu'ils priorisent notre développement d'une façon beaucoup plus stratégique. Nous avons vu ici India Exim Bank, nous avons écouté Saudi Exim Bank. Quand vous voyez leur modèle de fonctionnement, c'est qu'ils appuient véritablement les entreprises, ils identifient les entreprises et leur donnent de la puissance. Ils savent qu'ils ont une vision stratégique qui vise à transformer les économies de leur sous-région dans une période peut-être de 30 ans. Et ils prennent des initiatives qui doivent être prises pour atteindre cet objectif. Je peux commencer par exemple une entreprise et contacter les membres de ma famille, mais si les membres de ma famille n'ont pas les ressources, qu'est-ce qui se fait? En tant qu'un jeune, par exemple, qui a fini ses études universitaires, je n'ai pas un emploi formel. Alors, je me dis,
je vais entamer une petite entreprise, c'est-à-dire par faute de trouver une meilleure option. Ce n'est pas parce que j'avais un désir véritable de devenir un entrepreneur. Donc l'entrepreneuriat est un peu comme un mécanisme de suivi qui nous est imposé par le système. Néanmoins, le système ne nous permet toujours pas de pouvoir réussir, c'est-à-dire être une jeune entreprise qui a du succès, qui travaille non seulement pour avoir un emploi, mais aussi pour créer de l'emploi pour les autres jeunes de mon âge. Donc, c'est pour cela que nous devons essayer de voir le défi auquel nous sommes confrontés actuellement et l'analyser d'un point de vue stratégique et ne pas seulement laisser la question à des individus ou à des institutions en particulier ou des bureaux régionaux, mais nous devons y réfléchir ensemble en tant que la CEDEAO, en tant que, par exemple, quand la BIDC dit nous sommes la banque de développement de cette région et notre objectif, c'est le développement. Alors, comment est-ce que nous nous assurons que dans les 10 ans à venir, nous puissions être fiers de dire qu'il y a une expansion plus grande des économies des pays de notre sous-région? Comment est-ce que nous nous mettons sur une table de discussion avec les États pour leur dire nous devons prioriser l'industrialisation, nous devons prioriser le développement, la croissance des PME. Nous avons tous les protocoles sur le commerce, mais nous avons des difficultés quand il s'agit de contrôler nos frontières. Comment est-ce que nous passons des plaintes perpétuelles pour maintenant trouver des solutions qui pourront avoir du sens pour notre population? Nous sommes très heureux de savoir que la BIDC a entamé cette discussion, mais nous devons aussi voir que même au sein de nos pays, nos banques centrales régulent nos banques centrales, banques commerciales, de sorte que celles-ci ne reçoivent pas des incitations à appuyer les PME, mais demandent de ces banques commerciales à prioriser plutôt les PME. Donc la Banque centrale peut véritablement se faire le champion de faciliter le financement des PME comme étant le financement qui propulse notre développement. Et si nous faisons cela, je pense que dans 10 ans, quand nous nous retrouvons ici, nous n'allons pas continuer à nous plaindre des mêmes difficultés et des mêmes défis. Très bien, très bien. Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Et mon ami Joseph m'a envoyé ces difficultés. Aujourd'hui, j'ai entendu que certaines des difficultés, il s'agit par exemple de la réglementation, les banques qui empruntent à des amis et non à des entreprises. Disponibilité de l'information, les processus difficiles ou complexes d'enregistrement des entreprises. Joseph, vous avez utilisé de gros mots. Et plusieurs autres difficultés d'ordre juridique. C'est peut-être trop tard que monsieur me licencie. Donc je vais saisir cette opportunité pour le mettre au défi et dire que nous sommes au cœur d'une discussion très très importante. Et je me demande si, par la grâce de Dieu, entre aujourd'hui et notre prochaine réunion, certaines de ces questions, certaines de ces difficultés auxquels sont confrontés les collègues dans le domaine des PME et PME, quand nous nous retrouverons en 2025 pour l'édition 2 de FIC, est-ce que la BIDC pourra se féliciter d'avoir entrepris un certain nombre d'affaires? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Si vous ne me soutenez pas, je vais repartir au Ghana aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je pense que Monsieur le Président est un très bon président. Il est à l'écoute et je suis très heureux qu'il est resté ici pour nous écouter tout au long de ce processus. Et il a écouté la voix des jeunes. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez dire quelques mots? Merci beaucoup, Anita. Je vais contextualiser la question. En tant qu'une institution de financement du développement, une institution régionale, au cours de ces dernières années, nous nous sommes engagés à veiller à ce que les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries soient au cœur de notre action. Par exemple, plus de 56% de notre portefeuille couvre ces acteurs.
Nous avons un modèle, c'est pour cela que vous ne nous voyez pas sur le terrain. Nous avons un financement indirect, c'est-à-dire nous envoyons des lignes de crédit aux banques commerciales dans nos pays d'intervention qui font maintenant de la rétrocession aux petites et moyennes entreprises. Le problème est que nous sommes très grands pour les petites et moyennes entreprises. Notre minimum, c'est peut-être 10 millions de dollars actuellement. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous envoyons des lignes de crédit aux banques commerciales qui font de la rétrocession aux petites et moyennes entreprises. Parce que les banques commerciales connaissent mieux les entreprises que nous. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que les ressources que nous envoyons aux banques commerciales soient utilisées pour les objectifs que nous voulons vraiment atteindre. Et c'est pour cela que nous ne faisons pas donc des prêts directement aux petites et moyennes entreprises. Mais je peux vous dire, environ 60% de notre portefeuille est engagé aux petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le monde nous regarde, Monsieur le Président, et pour cela, et vu que j'ai toujours chanté votre leadership de haut rang, je voudrais vous demander, si cela ne vous pose pas de problème, que vous alliez vers les banques commerciales pour leur demander de faire preuve de plus de souplesse à notre égard. Vous n'avez pas à dire oui, mais dites-nous juste que vous allez essayer. Je vais le faire, je le ferai. Vous voyez, c'est pour cela que ce forum a été créé. Mon frère, je vous vois que vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez formuler des recommandations? Je peux prendre... il y a quelqu'un derrière vous. J'ai encore 2 minutes. Est-ce que vous voulez formuler une recommandation? Je veux maintenant recueillir les recommandations. Non, ce n'est pas une recommandation. C'est un défi que je voudrais partager avec vous en tant que banquier. En français, si vous permettez, on a recensé les défis des ayants droit, des entrepreneurs, mais les banquiers sont laissés pour compte. Normalement, on devait faire partie de ce panel normalement pour discuter et aussi pour évoquer des sujets. Je voudrais me permettre d'évoquer quand même un point comme challenge qu'il faudra vraiment recenser, réfléchir sur cela et pour des recommandations à faire. Beaucoup de choses sont dites, mais il y a des aspects réglementaires. Je voudrais parler de la réglementation prudentielle. Vous savez, les banques de développement mettent des lignes à disposition, c'est vrai, qui sont utilisées, et Mme Simon l'a si bien dit, aucune banque ne fait de copinage, on ne sélectionne pas, on finance tout le monde. Mais dites-vous, la réglementation prudentielle est tellement sévère, à partir du 1er janvier 2018, elle est sévère, et quand les inspecteurs de la commission bancaire visitent les banques, c'est des gens qui font leur boulot, ils le font très très bien. Mais parfois, dites-vous, un peu parfois sauvagement. Je me permets ce mot difficile. Donc, un des panélistes l'a dit tout à l'heure qu'en Europe, parfois, des crédits sont restructurés sur 12 mois. Dites-vous, dans l'UEMOA, ce n'est pas facilement faisable. Même si vous financez un PME qui est encore en période de construction, où il y a peut-être une période de différé qui y est consentie, et si pour une raison, une ou autre, la banque décide de proroger, ce n'est pas facile. Après prorogation, ce crédit est classé comme un crédit en souffrance. Et si une seule échéance impayée survient, c'est un crédit à déclasser. Le client devient un faux client, un mauvais client. Donc il y a des aspects réglementaires qu'il faudra noter, prendre en compte. Et autre point que je voudrais évoquer, c'est le corpus juridique qui ne facilite pas vraiment les choses. Les lois de l'OHADA surprotègent parfois le débiteur. C'est facile de le dire. Vous savez, si une tomate gâte le panier, tout le panier peut être vraiment inondé de moisissures. Donc, c'est des aspects qu'il faudra prendre en compte. Le corpus réglementaire doit être revu pour faciliter vraiment le financement des PME. Sinon, on va émettre beaucoup de recommandations, mais chaque année, ça risque d'être les mêmes chansons. Thank you. Il y en a qui peuvent venir facilement prendre un financement et aller se cacher derrière un règlement préventif, par exemple. Merci beaucoup. Donc, je voudrais que vous teniez compte de ces aspects-là. Merci beaucoup. So, I'll use just what my brother... Je vais faire fond sur ce que mon frère a dit. Il y a plusieurs réglementations, mais si nous ne faisons pas le plaidoyer pour que ceux-ci soient changés, les banques ont les bras et les mains liés.
Je n'ai pas beaucoup de temps pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde. Je n'ai qu'une minute, monsieur. 30 secondes pour votre intervention. 30 secondes avec 30 secondes parce que nous devons passer à la deuxième phase de ce panel. Merci beaucoup. Je suis Aladji Diène, je suis gambien, le secrétaire général et le directeur général de l'Association des banques d'Afrique de l'Ouest. Je voudrais juste revenir sur le commentaire de mon très bon ami. Il a dit que les banques commerciales n'appuient pas. Mais je peux vous assurer que si vous prenez les récents programmes des banques commerciales, vous découvrirez que nous nous sommes concentrés sur les PME. Mais les taux d'intérêt que nous déplorons ici, les banques commerciales ne déterminent pas les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont déterminés par la banque, par le gouvernement et sur la base de l'économie. Et donc, à travers des emprunts, si vous prenez les ressources que nous utilisons, c'est des ressources que nous avons mobilisées aussi. Et donc, sans un bon plan d'affaires et que vous venez vers nous et vous dites que vous êtes une petite et moyenne entreprise et que vous avez besoin d'un prêt, la banque ne pourra pas vous donner. Il y a des procédures à suivre. Parfois, on demande aux clients, donnez-nous votre plan d'affaires. Et c'est un problème. Et donc, nous travaillons dans cette région depuis plusieurs années et nous avons découvert que même les plans d'affaires n'existent pas parfois. Donc, pour ne pas repartir à la case départ, il est nécessaire que nous trouvions le moyen de pouvoir développer une certaine unité au sein des banques commerciales avec l'appui de la BIDC. Parce que souvent dans ces banques centrales, nous n'avons pas même une unité petite et moyenne entreprise. Donc il faut que chaque banque commerciale puisse avoir une unité petite et moyenne entreprise. Maintenant, vous avez fait 1 minute et 30 secondes alors que je vous avais donné 30 secondes. Nous sommes venus à un point vraiment important, les plans d'affaires. Avant de vous donner la parole, monsieur, je veux que 2 personnes lèvent la main si elles peuvent travailler à créer des plans d'affaires pour les PME et les PMI. Parce que la prochaine fois, quand nous nous retrouverons ici, vous vous engagez à aider. Combien de petites et moyennes entreprises il y a dans cette salle? Petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Combien d'entre vous avez des plans d'affaires? Monsieur, quel est votre nom? Vous avez levé la main pour aider. Vous avez Aladji? Êtes-vous un bon Aladji? Aladji, nous avons besoin de votre appui. Pour que nous puissions créer des solutions avant de quitter Lomé, nous devons savoir d'où est-ce que nous aurons de l'aide. Donc, Aladji, vous allez nous aider avec les plans d'affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin de cela? Mais Aladji, où est-ce qu'on peut vous trouver? J'ai partagé. Je suis le président de l'association des banques commerciales d'Afrique de l'Ouest. Donc, si vous avez besoin de créer donc un plan d'affaires, monsieur, vous allez aussi vous engager à aider les petites et moyennes entreprises. Vous aussi, là-bas, tous ceux qui ont levé la main, ceux qui sont disposés à nous aider, levez la main. Ceux qui se sont engagés à aider les petites et moyennes entreprises, levez la main. Très bien. Après cette session, je voudrais m'assurer que ce contact soit créé parce que nous voulons que ce forum génère des exemples de succès. Il y a une autre recommandation. Quelqu'un avait levé la main de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez donner la parole au monsieur en blanc? Monsieur, recommandation, s'il vous plaît. Et ensuite, je reviendrai vers vous. Merci beaucoup. Je suis Léo de Bédoué, dans l'État de Bédoué au Nigeria. Je vais aller très vite, comme nous n'avons plus de temps. En discutant de cette question, j'ai noté ceci. C'est pour les banques et donc les banques commerciales aussi, nous devons redéfinir ce qu'on appelle un cas de succès ou un exemple de succès et ce que nous appelons aussi performance. Si vous prenez en compte par exemple les chiffres qui ont été présentés ici de toutes les banques et de toutes les institutions financières, le succès pour eux est défini par combien nous avons décaissé et combien a été donné comme prêt. Mais si nous revenons à la prochaine édition de ce forum, est-ce que serait possible que la BDC dise, par exemple, dans les pays membres, nous allons choisir une petite et moyenne entreprise
avec laquelle nous travaillons. Et nous allons revenir l'année prochaine et présenter 5 entreprises qui sont parties de niveau 0 pour un niveau de succès. C'est ce que nous pouvons appeler des succès. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ont un impact sur le terrain. Cela pourrait être un bon résultat donc, de cette édition du forum. Dans les 15 pays, nous allons dire chaque pays doit nous présenter 5 petites et moyennes entreprises que nous allons aider à partir du niveau de base jusqu'au niveau de prospérité. C'est comme cela que nous, en tant que banque, nous pouvons résoudre les petits problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les banques commerciales ne sont pas justes. C'est bon que nous, en tant que la CEDEAO, une banque qui nous représente en tant que population de la CEDEAO, il serait bon pour nous d'avoir une réglementation dans toutes les transactions ou dans toutes les lignes qui sortent de la BIDC. Je pense que nous avons une bonne compréhension des difficultés des banques, des petites et moyennes entreprises. Mais les banques commerciales, elles viennent juste vous faire leur affaire. Donc, mon collègue, comme il a dit plus tôt, la BDC ou les banques régionales comprennent plus les difficultés de ces entités. Voici quelques recommandations, mais je n'ai peut-être pas le temps. Il faudrait harmoniser notre réglementation. Cela, c'est le premier pas. Et le renforcement de capacité, dans le même sens que ce que nous avons fait ici plus. Le renforcement de capacité, c'est très rare sur le continent. Nous sommes ici, nous avons parlé des compétences des personnes qui ont déterminé ces règles qui sont appliquées dans notre sous-région. Vous devez nous dire comment est-ce que ces règles sont appliquées. Certaines personnes comprennent ces règles, mais vous ne comprenez pas. Par exemple, quelqu'un qui a été formé dans une université ouest-africaine comprendre donc les technicalités de ces règles. Il faut que nous comprenions les règles. Et après, quand nous aurons bien compris, il faudrait que ces règles soient disponibles aussi pour que nous puissions les voir. Et comme je l'ai dit, nous devons commencer déjà par considérer la performance sur la base du nombre de personnes dont nous avons changé la vie. Donc, le renforcement des capacités a encore été mentionné ici. Nous avons parlé de développement des plans d'affaires et je pense que cela, c'est un ensemble et qui pourrait être intégré au renforcement des capacités. J'ai mon collègue, mon frère, qui a dit où est-ce qu'il faut trouver, par exemple, les informations, indiquer ou aider les petites et moyennes entreprises à pouvoir accéder aux informations. Et je crois que vous êtes juriste et vous pouvez nous aider à voir comment accéder aux informations. Je vous donne donc cet exercice à faire. Oui, votre recommandation, monsieur, est-ce que vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît? Avant de quitter ici, je vais donner des devoirs de maison. Merci. Je suis Ramanou Kouferidi, je dirige un groupe de médias au Bénin. Ma recommandation, je pense qu'il faut que la BIDC, par rapport à cette initiative, entre dans le débat de revoir les contraintes qui ne font pas évoluer le financement des PME, même dans les banques commerciales qui sont installées. Parce que ce débat, c'est un débat permanent. Or, il faut un leadership pour aller en profondeur dans les réformes au niveau des institutions financières et bancaires vis-à-vis des lignes de crédit qui sont logées dans ces banques et à quel taux, à la fin de l'année, on a pu libérer ces fonds dans les entreprises. C'est un élément important sur lequel il faut travailler en profondeur parce qu'il y a des verrous de volonté politique qu'il faut affiner dans la sous-région pour permettre à ce que les banques et les institutions financières qui existent. Alors, pour finir, il y a un point important en matière de développement des PME et PMI aujourd'hui, les industries culturelles et créatives. Je voudrais inviter la banque qui, il y a de cela quelques années, avait un fonds du développement culturel. Et je pense qu'aujourd'hui, nous évoluons vers le financement des industries culturelles et créatives. Il faut que la BIDC, comme Afreximbank a eu à faire, reprenne le flambeau dans le secteur des industries créatives et appuyer son financement, l'ensemble des médias, le sport, les cultures qui se trouvent au sein de cette région puissent avoir des financements durables. Parce qu'on ne peut pas construire un développement sans appuyer ce secteur. Et je pense que la BIDC, qui avait pris l'initiative il y a de cela quelques années, revient sur ce terrain en tant que leader. Et c'est ça que je voudrais associer à cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. One more.
Une dernière recommandation, les femmes, je ne vous entends pas. Où sont les femmes? Madame, je veux que 2 femmes prennent la parole. Bonsoir, ma soeur. Je m'excuse déjà parce que je suis arrivée un peu en retard. Moi, je suis Madame Dosso, Safiatou Traoré. Je suis manager en charge de la promotion du commerce et des investissements au niveau de Afrexim Bank. Le problème que je rencontre, moi, en tant que promotrice du commerce et des investissements, en tout cas au niveau des PME, c'est que généralement en Afrique, nous aimons travailler en solo. Nous n'aimons pas travailler en groupe. Aujourd'hui, au niveau de Afrexim Bank, je ne peux pas financer une PME qui vient avec moi, qui vient chez moi pour un problème de 100 000 $. Je ne peux pas. Parce que malheureusement, ceux qui s'occupent des transactions ne peuvent pas dédier du temps à un problème de 100 000 $, alors que j'ai un problème de 100 millions de dollars et ça va prendre pratiquement le même temps de process. Nous demandons aux PME souvent de se mettre ensemble pour éviter que chacun soit en train de faire un petit morceau dans son coin. Il faut se mettre ensemble, il faut faire la chaîne de valeur et vous venez en tant qu'un grand groupe et vous faire quelque chose de notoire qui va faire un impact. Il a parlé, j'ai voulu prendre la parole parce qu'il a touché du doigt des industries créatives et culturelles. Au niveau de Afrexim Bank, nous partons d'un constat déjà que la jeunesse africaine vit beaucoup des industries créatives et culturelles. Des acteurs, des musiciens, des artistes, des artisans, mais il y a très peu qui vivent réellement de ça. Donc la banque a mis en place un programme que nous appelons le Nexus de l'Afrique créative. Et il y a un fonds dédié, un fonds de 500 millions de dollars qui a été doublé à 1 milliard de dollars. Mais il n'y a que quelques rares PME qui en bénéficient et c'est surtout ceux qui viennent en groupe, ceux qui se forment en consortium et qui viennent faire une grande demande pour aller maintenant se partager, ou des coopératives, ou des associations, je ne sais pas moi. Mais quelqu'un ne peut pas venir dire, bon, moi j'ai un film, parce que Safiatou, vous avez le programme, j'ai appris que vous avez un fonds, voilà, j'ai un film, ça coûte 50 000, il faut me financer. Non, je ne pourrais pas. Bien vrai qu'on fait un effort en ce qui concerne les ICC, mais il faut juste, l'appel est qu'il faut se mettre ensemble. Vous avez parlé de la BIDC, on va vraiment travailler avec la BIDC comme d'habitude déjà, pour peut-être comprendre mieux les problèmes au niveau de la région en Afrique de l'Ouest, pour pouvoir mieux vous servir. Mais en tout cas, nous avons notre stand qui est là, on est disposé à aider du mieux que je peux, mais en tout cas, l'appel est lancé, mettez-vous ensemble, faites quelque chose en groupe. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. We've come to the end of... Alors, nous voici à la fin de cette conversation intéressante. Je remercie d'abord ce panel qui a guidé cette conversation. Il y a Joe Onyoke, qui est juriste depuis 20 ans, qui a un récit de réussite dans le domaine de l'huile de palme. Nous avons Simone Tebayena, qui est secrétaire général de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI. Nous avons également monsieur Humphrey Oriaki, qui est le conseiller financier et spécialiste de mobilisation de ressources et directeur général de Capital Limited. Et nous avons maintenant Benedicta Lassi, qui est à la tête de la Chambre du commerce africain. Acclamons pour les collègues qui ont dirigé cet échange avec dextérité par rapport à ces solutions et aux difficultés de PME-PMI.